La langue française est une femme, et cette femme est si belle, si noble, si hardie, si sage et si folle, qu'on l'aime de toute son âme et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle. C'est Anatole France qui a dit. Bonjour et bienvenue à l'entretien de télévision publique d'Arménie. Dans le cadre du 17e sommet de la francophonie, Première chaîne continue à vous proposer des interviews avec des ambassadeurs des États membres de l'OIF. Aujourd'hui, notre invité est Stefano Lazzarotto, ambassadeur de Suisse en Arménie. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté notre interview. Plaisir. Je sais que vous êtes venu en Arménie tout récemment, donc je vais vous dire aussi bienvenue en Arménie. Quelle attitude vous avez envers notre pays et quels seront les points généraux que vous allez travailler et développer? Tout d'abord, merci beaucoup, madame, pour l'occasion d'avoir cette interview. Je viens effectivement d'atterrir en Arménie, ça fait même pas une semaine que je suis là. J'ai déjà eu l'occasion de prendre un peu la température du pays, des gens, et la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai adoré depuis le début, et je sens que je vais passer des années merveilleuses dans votre pays. S'agissant des actes prioritaires de mon travail, des priorités, on va y travailler. Comme vous savez, la Suisse est très active en Arménie dans toute une série de domaines, que ce soit politique, économique, culturel, la coopération à la transition. Après, ce sera avec le temps que je vais réaliser quels seront les axes principaux de notre activité ces années à venir. Mais est-ce que vous avez choisi certaines choses? C'est un peu tôt, comme je viens de le dire. Il faudra tout d'abord faire une analyse de ce qui a été fait ces dernières années. Je suis sûr que mes collaborateurs, mon prédécesseur ont fait un excellent travail. Je pense qu'un ambassadeur qui prend de nouvelles fonctions ne doit pas partir avec l'ambition de tout détruire et de faire tout autrement. Il s'agit principalement de faire un bilan, un état des lieux, et puis de faire des changements là où je pense que c'est nécessaire. Ça, on verra bien. Votre arrivée est tombée avec le sommet de la francophonie. Si je ne me trompe pas, en l'an 2010, c'était la Suisse qui a accueilli le sommet. Parlez de votre expérience. La Suisse est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1996, dit à la Suisse. Et nous avons donc présidé la francophonie de 2010 à 2012. La Suisse est bien sûr un candidat naturel à avoir un rôle important au sein de la francophonie, étant donné que le français est une langue officielle, une des 3 langues officielles en Suisse. Nous jouons un rôle très actif en mettant en avant nos priorités, nos concepts, notre philosophie de ce que la francophonie peut avoir comme rôle sur le plan international, axé sur les actions dans le domaine politique, dans les domaines de la sécurité et de la paix. On a lancé récemment des initiatives dans les domaines de l'environnement, de la paix, de la sécurité, de la jeunesse, un autre aspect très important de notre activité au sein de l'organisation. On a aussi œuvré pour que l'organisation joue un rôle actif de prévention en ce qui concerne l'extrémisme violent. En matière d'observation électorale, nous pensons que la francophonie a un rôle très important également à jouer. Elle le fait déjà. Nous souhaiterions qu'elle le fasse encore davantage. Donc voilà, il s'agit pour nous de participer, d'utiliser, de contribuer à la francophonie pour qu'elle réponde un peu à nos intérêts principaux en matière de politique étrangère. Je viens de mentionner quelques-uns de nos axes principaux en matière de politique étrangère, justement. Qu'est-ce que donne l'adhésion à la francophonie à la Suisse? Si je ne me trompe pas, il y a 2 millions d'habitants en Suisse qui pratiquent la langue française. Oui, en fait, c'est une langue, comme j'ai dit, c'est une langue officielle de la Suisse, c'est une langue qui est aussi dans mon travail. Ça a été pendant longtemps la lingua franca des diplomates qui sert souvent à communiquer entre des personnes qui, par exemple, ne comprennent pas un peu l'italien, qui est ma langue maternelle. Et surtout aussi, le français est une langue de culture, d'art. Il y a beaucoup d'écrivains qui pratiquent et écrivent en langue française. Il y a un domaine, par exemple, de la littérature qui peut être peu connu, c'est le polar, le roman policier.
C'est un roman qui a pris de plus en plus de la place en Suisse romande et également en Suisse allemande. Donc voilà, il est inutile, si vous voulez, de rappeler l'importance historique et culturelle et sociale et économique, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la langue française, qui est la deuxième langue la plus pratiquée en Suisse après l'allemand. Pourquoi vous aimez la langue française? Quand vous l'avez appris? Écoutez, la langue française, c'est ma première langue d'apprentissage. C'est la première langue que j'ai appris à l'école. Ça n'a pas été de tout repos. C'est une langue qui a pas mal de différences par rapport à la langue italienne. Tout d'abord en ce qui concerne la lecture. En italien, on lit ce qui est écrit. En français, il faut apprendre à prononcer les mots et qui ne sont pas nécessairement les mots comme ils sont écrits. Et donc, ça a été, si vous voulez, la porte d'entrée pour moi de l'apprentissage d'une langue. Et ça a été un apprentissage assez complexe, très difficile par moments. Et après, je suis tombé amoureux de la langue française par son son, son rythme, sa musique, tout ce qu'elle représente au niveau justement des valeurs, aussi de la francophonie, tout ce qu'elle représente dans le domaine de l'art, de la littérature, de la politique. C'est une langue dont on peut que tomber amoureux, malgré les difficultés dont je parlais tout à l'heure. Quels sont les écrivains français ou francophones qui vous attirent le plus? Question complexe. Si je devais citer un acteur français qui m'a beaucoup marqué, qui continue à me marquer, parce que c'est un acteur qu'on peut continuer à le découvrir et à le redécouvrir, c'est Marcel Proust avec ses tomes de la recherche sur le temps perdu, que je continue à lire de temps en temps. C'est des livres que je reprends. Je ne voudrais pas, dans cette enceinte, mentionner ou conseiller des livres des auteurs suisses en particulier, tellement est riche aussi la production littéraire en Suisse, que ce soit en Suisse alémanique, romande, ou la Suisse italophone, dont je fais partie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être trois romans, ou plutôt trois livres qui me viennent tout naturellement à l'esprit. C'est bien sûr Jean-Jacques Rousseau, le philosophe du XVIIIe siècle, philosophe genevois, qui m'a beaucoup marqué en ce qui concerne surtout ses théories sur le contrat social et le fait de renoncer à la liberté naturelle en faveur de liberté civile. C'est des concepts qu'il faut toujours garder à l'esprit, même aujourd'hui, c'est-à-dire l'importance de travailler dans une société qui est bâtie sur des règles et qui nous donne des avantages, des droits et des devoirs à la fois. Il y a une romancière franco-suisse, Madame de Staël, qui a été, on peut définir aussi comme une des élèves de Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit un livre qui m'a aussi beaucoup marqué, qui est sorti en 1807, Corinne et l'Italie. Et c'est un récit de voyage qui m'a un peu préparé à la lecture de Marcel Proust. Madame de Staël animait des salons dans son château de Coppet, pas loin de Genève. Et c'est un roman par rapport auquel je pense avec beaucoup d'affection, car c'est Coppet, là où ma fille a grandi quand elle était toute petite, et j'allais me promener avec elle, avec sa poussette. Et puis c'est de très beaux souvenirs de mon premier enfant, liés à un roman. Et puis pour terminer, un auteur qui n'est pas suisse, qui n'est même pas français, c'est Thomas Mann, donc un auteur allemand, mais qui a écrit un de mes livres préférés, c'est La montagne enchantée, qui est sorti en 1924 et qui se déroule dans un sanatorium de Davos. C'est un chef-d'œuvre absolu de la littérature du XXe siècle et aussi un roman qui me tient beaucoup à cœur. Je vais le lire. Je vous en prie. C'est un must. Merci. Pourquoi faut-il apprendre le français? C'est une question que je pose à tous mes invités. Tout d'abord, c'est une des langues les plus parlées dans le monde. C'est aussi une langue qui réunit cinq continents, sans avoir la prétention qu'il est compris et parlé partout. Mais je crois que la francophonie est là aussi pour ça, pour véhiculer l'importance de la langue française dans le monde. Et ensuite, c'est lié à toutes les valeurs politiques et philosophiques que je mentionnais à tout à l'heure, liées à la Révolution française. Et après, tout ce que constitue la langue dans le domaine de l'art et de la musique, de la littérature, ainsi de suite.
Donc je crois que la langue française, en plus d'être une langue belle, est une langue importante. Et pour moi, en tant que Suisse, il est hors de question qu'on puisse faire l'impasse sur cette belle langue. Aujourd'hui, qui parle, qui pratique la langue française en Suisse? C'est surtout donc la partie à l'ouest de la Suisse, les cantons de la Suisse romande, mais le français aussi beaucoup pratiqué en Suisse allemande, mais aussi dans le canton du Tessin. Donc là, je cite un peu, je fais un peu une abstraction, mais je pense que c'est la langue suisse, officielle suisse, qui est un peu la mieux comprise par tout le monde. On ne parle pas de l'anglais maintenant, qui est devenu un peu la langue universelle. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il peut arriver qu'un Suisse de la partie italophone rencontre un Suisse de la partie germanophone et qu'ils vont s'adresser en français, faute de connaître soit l'allemand, soit l'italien. Aujourd'hui, que fait-elle la Suisse pour défendre la langue française et développer dans son territoire? Comme vous savez, la Suisse est fondée sur un système confédéral, ou plus précisément fédéral, dont les cantons ont beaucoup d'autonomie, notamment en ce qui concerne, comme on parle de cela, du domaine culturel, de la formation et de l'éducation. Ils reviennent à eux selon leur prérogative de développer le système d'éducation qui leur convient le mieux, dans le cadre toujours bien sûr des principes, des critères inscrits dans la Constitution fédérale. Aussi, le français étant une langue parlée par une grande partie de la population suisse, l'existence du français est un fait. Qu'est-ce que donne l'Organisation internationale de la francophonie à la Suisse? Et au contraire? Qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit? Oui. Tout d'abord, ce qu'on donne, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est d'amener une autre expérience, soit qu'on a accumulée sur le plan national, soit qu'on a fait sur le plan international, dans des actions pertinentes auprès d'autres organisations internationales, notre expérience sur un certain nombre de domaines. La question, par exemple, de la sécurité, de la paix, le rôle que la francophonie peut jouer dans le contexte de sortir de crises politiques et le rôle qu'elle peut jouer pour contribuer à établir des dialogues qui soient fondés sur des compromis, sur la capacité aussi d'écoute. Je suis convaincu que la Suisse a quelque chose à donner dans ce domaine. Aussi par rapport à notre politique en matière de défense des droits humains, nous sommes un des principaux acteurs internationaux dans ce domaine spécifique. C'est aussi quelque chose qu'on peut amener et qu'on amène effectivement. Je pense maintenant à un autre sujet qui est tout à fait différent. La francophonie a élaboré des stratégies pour la jeunesse et une stratégie économique en faisant le lien entre les deux choses. La Suisse s'est donnée comme une priorité celle de mettre en avant le système d'éducation, de formation duale, qui consiste grosso modo à combiner et à renforcer les synergies entre les activités de formation du jeune dans le domaine professionnel avec sa formation dans le domaine éducatif, c'est-à-dire le jeune qui apprend un métier en même temps le pratique. C'est un sujet où la Suisse a une certaine expérience et où nous sommes aussi demandés au niveau international pour échanger de l'expérience dans ce domaine. Et là, c'est un thème justement qu'on a avancé et qu'on espère que le système de la francophonie en puisse profiter. Après, on reçoit toujours aussi quelque chose en retour de toutes nos activités sur le plan international, parce que c'est aussi pour nous une question de se remettre en discussion, d'avoir un échange avec d'autres pays, comment ils traitent certaines questions. Par exemple, par rapport au dialogue nord-sud, la francophonie, c'est pour nous un contexte très important, d'où on peut amener notre expérience, mais aussi apprendre de l'expérience des autres pays qui ont aussi
des longues traditions de dialogue avec les pays francophones d'Afrique et des autres régions du monde. Aussi dialoguer avec l'Arménie dans le cadre de la francophonie. Hein? Qu'est-ce que ça donne aussi à la Suisse? Alors, cela, il faudra me donner un peu de temps pour apprendre cette dimension-là. En tout cas, je trouve que le rôle actif et même très actif de l'Arménie, qui va donc héberger le 17e sommet de la francophonie, est à saluer. Et je suis très content, surtout qu'il n'est pas uniquement question d'avoir un événement unique, le sommet, et que tout après s'arrête là. Non, je crois que ça doit être le début de quelque chose. Il y aura des plans d'action très concrets. D'ailleurs, la Suisse fera une proposition de résolution en matière de participation culturelle. Et après, ça sera un peu aussi mon travail sur place de voir quel genre d'activité on pourra mettre en place ou sur lequel on pourra coopérer avec l'Arménie une fois que le sommet aura pris fin. Merci. Pouvez-vous choisir quelques mots français et donner leur définition afin que nos téléspectateurs non francophones le connaissent? Peut-être ils vont commencer à apprendre le français grâce à ces mots-là. Voilà, je vous donne un cahier, un stylo. Très bien. Je vais me mettre au travail. Donc il faut que j'écrive les mots sur votre cahier. Comme vous voulez, vous êtes bien libre. D'accord. Expliquez mon choix. Oui. Ben, écoutez, faisons comme ça. Mon idée, plutôt que de vous donner deux mots qui ont une grande significance pour moi ou une importance toute particulière, je vais vous donner deux mots qui, je pense, peuvent donner des outils d'apprentissage de la langue française, mais comme d'ailleurs d'autres langues. C'est d'ailleurs par cet instrument que j'essayerai d'apprendre l'arménien. Souvent, les gens ne sont pas au courant qu'il y a des mots qui sont parlés dans la langue qu'ils sont en train d'apprendre, qui sont très proches de mots ou concepts de leur propre langue. Je demandais à des collaboratrices de l'ambassade de me dire comment on dit talk. Je le dis en anglais pour des raisons évidentes en français, et les deux à l'unisson m'ont dit parler. Je dis ce qui est juste. Mais ils étaient surpris d'entendre qu'il y a le mot causer qui ressemble singulièrement au mot kozel, qui est parlé en arménien. Et que donc, kozel, excusez-moi pour la prononciation, cela ne change pas le concept, le principe, surtout que les deux mots sont très très proches. Oui. Et qu'en partant de mots qu'on connaît déjà, parce qu'on le parle, on peut apprendre aussi un mot de langue étrangère. Tout à fait. Le deuxième, ça serait un mot qui n'est pas proche, c'est le mot acteur. C'est donc celui qui joue dans un film, par exemple, dans une pièce de théâtre. Et là, ça me permet de mettre en avant un autre critère, une autre possibilité, un autre instrument théorique pour apprendre une langue, c'est l'instrument associatif, de faire des liens entre deux mots par un troisième mot qu'on connaît. Par exemple, vous allez peut-être me corriger, le mot chaise en arménien, c'est ator. Ator. Voilà. Donc moi, pour apprendre le mot ator, j'ai pensé à un acteur qui est assis sur une chaise, et j'ai une application sur mon iPad qui m'aide dans cet apprentissage. Donc, acteur, français, mot français pour acteur, peut être appris facilement par le public arménien en pensant que c'est proche du mot chaise, ator, en arménien. Oui. Ben voilà. Il y a une semaine que vous êtes en Arménie, mais vous avez appris beaucoup de mots arméniens. Non, en fait, j'ai beaucoup travaillé l'arménien dès que j'ai appris que j'allais être transféré à Erevan. Après, j'ai dû tout abandonner parce que les préparatifs de mon départ m'ont pris énormément de temps. Et donc, j'ai quasiment déjà tout oublié, mais je vais m'y remettre très très bientôt. D'accord. La grenade est un des symboles très importants de notre pays, et donc la grenade figure aussi sur le logo du 17e sommet de la francophonie. Oui. Et donc, on a préparé un petit cadeau pour vous. La grenade symbolise la paix et la prospérité, donc je vous offre la paix. Merci beaucoup, chère madame. Merci. Qu'est-ce que symbolise la paix? Qu'est-ce que c'est que la paix pour vous et pour la Suisse? C'est ma dernière question. Vous savez, la Suisse est un peuple de paix par définition. Nous avons appris
à vivre en paix au centre de l'Europe, Europe qui n'a pas toujours été en paix. Nous y sommes parvenus depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est aussi une paix qui est le fruit d'une construction, c'est le fruit de beaucoup de travail, que ce soit sur le plan intérieur, où il faut faire cohabiter différentes langues, différentes cultures, différentes traditions, différentes religions, mais aussi sur le plan international, régional, lorsqu'il existe des tensions sur le plan régional et international. Pour moi, la paix, comme beaucoup d'autres choses, comme l'harmonie dans un couple, comme la relation avec un enfant, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment conquis. C'est quelque chose sur lequel il faut toujours travailler de manière inlassable, avec beaucoup de persévérance. Et s'il y a un message que je pourrais lancer, ça serait justement celui-là. Il ne faut jamais rien donner pour garantie. Il faut toujours se battre, même pour maintenir les acquis. Il y a beaucoup de travail. Mais je pense que l'être humain est aussi, parce que nous en sommes arrivés là, il est aussi accoutumé à faire ce travail d'adaptation, aussi de se remettre en discussion. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Notre invité était Stefano Lazzarotto, ambassadeur de Suisse en Arménie. Au revoir.